Thomas Piketty, vous êtes l'auteur du Capital au XXIe siècle, un livre de 900 pages sur les inégalités économiques, un livre que vous étiez venu expliquer sur ce plateau au moment de sa sortie et qui depuis a fait le tour du monde. Vous en avez vendu plus d'1,5 million d'exemplaires. On a parlé de Piketty Mania. L'analyse, c'est un des meilleurs livres de gestion de fortune qu'on connaisse parce que c'est la première fois qu'on voit sur 2 siècles les chiffres de la répartition de la richesse. Et donc ça permet de comprendre. Au fond, on comprenait qu'au XIXe siècle, la valeur des terres était beaucoup trop élevée et qu'il valait mieux passer dans l'industrie, c'est-à-dire que ceux qui ont réussi à investir dans la bourse et dans les actions ont eu raison. Et puis on a vu l'immobilier remonter, et on voit d'ailleurs que la valeur de l'immobilier est trop élevée au niveau mondial en cette fin du XXIe siècle. Que dit le FMI ? Et ce qui régénère ce qu'on appelle l'inégalité, c'est-à-dire à peu près la valeur du capital divisée par les revenus d'un pays, qui est effectivement très importante au XIXe siècle, qui a baissé au moment de la Première Guerre mondiale avec la destruction de richesses, puis avec la Seconde Guerre mondiale pour les mêmes raisons. Et effectivement, la valeur du capital divisée par les revenus des pays était tombée aux alentours de 2-3 contre 7 au plus haut au XIXe siècle et remonte vers 7. Alors ça remonte vers 7 non pas uniquement à cause de ce phénomène de répartition de la richesse, mais parce que les taux d'intérêt étant très bas, l'immobilier a pris une valeur folle. Quand vous avez un loyer qui vous rapporte du 3%, et qu'à côté vous pouvez acheter une obligation qui vous rapporte du 10, vous prenez l'obligation. Si l'obligation vous rapporte du 1, vous avez envie, vous faites monter l'immobilier. Moi, le succès de mon livre, je l'attribue aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens dans beaucoup de pays qui en ont assez, qu'on leur explique que tout ça est trop compliqué pour eux, que les questions économiques et financières doivent être laissées à un petit groupe d'experts. Et si vous avez bien lu le livre de Piketty, on comprend bien qu'il y a quelques pays où la situation se pose en termes criants, notamment aux États-Unis, mais en tout cas, si on prend le livre de Piketty et qu'on réanalyse en rajoutant un peu les impôts, le problème n'existe pas en France. Donc ça n'est pas un débat sur la France, ça peut être un débat en partie aux États-Unis. Donc il y a une hypocrisie dans les discours qui sont tenus dans les élites, dans les différents pays, aux États-Unis de façon extrême, mais aussi en France, pour présenter les choses, les inégalités sous un angle harmonieux, justifié, ou avec un discours sur la méritocratie, et puis une réalité qui est quand même très crue et souvent très différente. Donc tous ces discours, il faut absolument les passer au crible de la critique, les mettre sur la place publique, et c'est ce à quoi j'essaye de contribuer à faire. Frédéric Lordon, vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont Capitalisme, désir et servitude, c'est sur Marx et Spinoza, ou La malfaçon, qui est sortie l'année dernière. On vous doit également une pièce de théâtre en alexandrin intitulée D'un retournement l'autre. C'est une comédie sérieuse sur la crise financière en 4 actes, qui est devenue un film de Gérard Mordillat. J'ajoute que dans le dernier numéro du Monde diplomatique, vous avez publié une charge virulente contre le livre de Thomas Piketty. Tadi. Ah non, mais là j'ai dit tout à l'heure que non, c'était pas... non, je vais pas chez Tadi. Chez Tadi, c'est le... Je veux dire, si vous voulez, c'est la variante chic de ce que j'appelle les talk shows de pochetron, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez RTL, bon, alors chez Tadi, oui, mais c'est pareil. Guy Sormand. Oh, non, moi c'est simplement un vœu. Je voudrais qu'en France, nous ayons une approche non religieuse, non théologique des débats économiques. Parce que je crois que c'est le problème français, ça a toujours été le problème français. Nous sommes incapables de poser les problèmes économiques de manière réelle, concrète. On y introduit de l'éthique, de la morale, de la religion, etc. Et c'est ce qui pourrit le débat, et c'est ce qui explique la stagnation. Vous pensez que l'économie est une science, et ça c'est un acte de foi théologique. Non. Là, pour le coup, je suis d'accord avec Frédéric Lordon. Je ne considère pas. Je considère que l'économie est une assesse. Il faut apprendre les faits. Si vous niez les faits, mais non, Monsieur Sormand, les faits n'ont jamais parlé d'eux-mêmes. Si vous les faits ne disent rien. Voilà, c'est l'empirisme le plus vulgaire qui considère que les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits, c'est quand vous ouvrez votre fenêtre, vous considérez que les faits disent que la Terre est plate et que le Soleil tourne autour. Non, vous me faites penser. On fait parler les faits avec un point de vue, avec un point de vue intellectuel, avec un point de vue théorique. Vous me faites penser à l'Église catholique avant Vatican II. Tout ça, c'est du latin. Vous maniez très très bien le latin, mais les Français n'ont plus envie d'entendre la messe en latin. Amen. Mais en réalité, on voit bien que vous ne pensez l'économie que dans une certaine direction qui a à voir avec une certaine définition de l'économie comme système de marché. Comme système de marché. En croissance, après, c'est une propriété. Non, mais c'est une propriété dérivée. Je veux dire, vous voyez, la manière dont on construit son objet intellectuel est décisive quant à ce qu'on va être en mesure de penser. Il y a plusieurs manières de définir l'objet de l'économie.
vous pouvez la définir comme système de marché, et dans ce cas-là, vous tirez comme le fil de la pelote tout le discours de la science économique. Entendez mes guillemets, car pour soutenir que l'économie est une science, il faut vraiment avoir bonne vue et un sacré moral. Ou vous avez une autre manière. Travaillez beaucoup. Non, ça, bon, enfin, laissons ça de côté. Il y a une autre manière de définir l'objet de l'économie qui est de la définir comme mode de production capitaliste. Alors, mais ça, c'est tout autre chose. Ça fait dire de tout autre chose. Alors, évidemment, vous, à partir du moment où vous avez adopté la perspective de l'économie, du système des marchés, vous êtes pour qu'on accroisse toutes les marges de manœuvre de ces pauvres gens qu'on appelle les patrons, comme s'ils n'en avaient pas déjà suffisamment. Vous nous les présentez comme étouffés de contraintes, etc. Alors même qu'en longue période, enfin depuis 3 décennies, le système des contraintes qui pèsent sur l'entreprise n'a pas cessé de s'alléger, depuis les contrats de travail, les libertés d'organisation productive, etc. Mais il n'y en a jamais suffisamment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La liste de Noël des capitalistes est sans fin. On n'en verra jamais le bout. Celle du MEDEF. Oui, mais non, mais celle de... Alors là, croyez-moi. Celle du MEDEF qui représente le capitalisme, mais pas les entreprises. Mais bien sûr que si. C'est Jean-François Roubaud, le patron de la CGPME, qui a donné alors le net plus des exigences du capital. Il a dit... Et le ministre de l'économie, les ministres, le Premier ministre disent qu'il aime les entreprises. Nous avons besoin de preuves d'amour maintenant. Depuis des mois, on a besoin de preuves d'amour. Des choses qui sont concrètes, tangibles pour le chef d'entreprise. Vous voyez, représentativité nulle. Vous voyez, en plus les déductions, les exonérations, etc., maintenant, pour que ces gens-là daignent investir et embaucher, etc., il leur faut des preuves d'amour. Vous voyez, et c'est dans ces mains-là que sont remis les destins de toutes les personnes qui composent la population salariée et la population active. C'est tout simplement de la folie.